Good evening and welcome to the Academy Awards. This really is the biggest movie event of the year. The world's morale, lights, camera, action. All the day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. I'm making history, working for victory. Rosie, the riveter, Rosie's got a boyfriend, Charlie. Charlie, he's a Marine. Rosie is protecting Charlie, working overtime on the riveting machine. Au milieu des années 10, les studios new-yorkais partent s'installer à Hollywood en Californie pour profiter d'une main-d'œuvre meilleur marché et de paysages diversifiés. La décennie suivante, le producteur Louis B. Mayer de MGM et son chargé de production Irving Thalberg adoptent une stratégie consistant à vendre chaque film comme un produit portant la marque du studio. Des superproductions coûteuses alimentent un réseau de salles limité. À la fin des années 20, 8 sociétés dominent le marché, parmi lesquelles MGM, Paramount, Fox, Warner et Universal. Louis B. Mayer et le réalisateur Fred Niblo proposent à l'industrie de se doter d'un système d'auto-célébration du cinéma américain. À travers la première cérémonie des Oscars, organisée le 16 mai 1929, Hollywood invente un rituel appelé à perpétuer la grandeur des studios à travers le temps. Le producteur du long métrage primé monte sur scène pour récupérer la statuette du meilleur film. Lorsque le film Rebecca d'Alfred Hitchcock reçoit la récompense suprême en 1941, le producteur David O. Selznick s'affiche avec le trophée et se voit reconnu comme l'auteur principal du long métrage. Au cœur du système des studios, le réalisateur occupe une fonction secondaire. Aujourd'hui encore, des studios historiques poursuivent la compétition, tandis que des nouvelles plateformes comme Netflix et des studios indépendants émergent. Je vous propose un voyage dans l'histoire d'Hollywood à travers la mise en lumière de 10 films ayant remporté l'Oscar du meilleur film. Un film par décennie pour comprendre l'esprit de chaque époque. Générique! La décennie 1930 voit le double succès de deux cinéastes, Frank Capra et Frank Lloyd. Le studio MGM l'emporte au palmarès avec 4 films primés. Un spectacle de Broadway devient le lieu d'une rivalité amoureuse dans la comédie musicale Broadway Melody. La guerre des tranchées est reconstituée dans À l'Ouest, rien de nouveau. Le western La Ruée vers l'Ouest met en scène l'Oklahoma de la fin du XIXe siècle. Le mélodrame Grand Hôtel réunit les plus grandes têtes d'affiche de la MGM. Une chronique sur une famille bourgeoise londonienne remporte 3 Oscars en 1934. Clark Gable tente de séduire Claudette Colbert dans New York, Miami. Il témoigne l'année suivante d'une mutinerie dans les révoltés du Bounty. La vie du producteur Florence Ziegfeld se voit adaptée à l'écran dans le biopic musical Le Grand Ziegfeld. Paul Muni incarne Émile Zola dans La vie d'Émile Zola. James Stewart s'éprend de Jean Arthur dans Vous ne l'emporterez pas avec vous. Rhett Butler séduit la capricieuse Scarlett O'Hara durant la guerre de sécession dans Autant n'en emporte le vent. En 1930, la Première Guerre mondiale devient le sujet central d'une œuvre choc. Avec À l'Ouest rien de nouveau, le réalisateur Lewis Milestone offre un véritable plaidoyer en faveur de la paix entre les nations. Durant la Première Guerre mondiale, le quotidien de jeunes soldats allemands se battant dans les tranchées. À l'Ouest rien de nouveau témoigne de l'expérience vécue par le romancier Éric Maria Remarque au cours du conflit.
Lui-même témoin des événements, le réalisateur Lewis Milestone reconstitue fidèlement les scènes d'affrontement. Derrière un discours exaltant la grandeur et la gloire de la patrie, la dure réalité des combats rappelant l'humanité de chaque protagoniste de la bataille. Face à la mort, chaque homme réalise la gravité de son acte. Si la nation souhaite former des machines de guerre, le simple soldat se rappelle quant à lui ses émotions. Le cinéaste met en scène l'utilisation majeure de la mitrailleuse, nouvelle arme déterminante faisant basculer l'issue d'une bataille. La guerre moderne révèle comment le progrès technique se met au service de l'autodestruction de l'homme. Pour souligner encore la dimension symbolique, des individus s'entretuent au milieu d'un cimetière. Au moment décisif de la mort, la prise de conscience intervient. À présent, je m'aperçois pour la première fois que tu es un homme comme moi, écrit le romancier. Et si les soi-disant ennemis partageaient davantage de points communs que de différences. Dans les années 40, l'Amérique participe à la Seconde Guerre mondiale. Les studios s'engagent dans l'effort de guerre. Certains films récompensés abordent frontalement le sujet. Alfred Hitchcock réalise son premier film majeur aux États-Unis avec Rebecca. John Ford raconte la vie de mineurs du Pays de Galles à la fin du XIXe siècle dans Quelle était verte ma vallée. Une famille londonienne s'engage contre l'Allemagne nazie dans Madame Miniver. Rick renoue avec son amour passé Ilsa dans un nightclub de Casablanca. Bing Crosby endosse le rôle d'un prêtre dans La route semée d'étoiles. Un écrivain alcoolique tente de sortir de sa dépendance dans Le Poison. 3 soldats de retour au pays peinent à se réinsérer dans la société dans les plus belles années de notre vie. Un journaliste se fait passer pour juif et constate l'antisémitisme répandu aux États-Unis dans Le mur invisible. Laurence Olivier réalise et incarne le personnage d'Hamlet d'après William Shakespeare. Un politicien défenseur du peuple se laisse corrompre par le système qu'il dénonce dans Les Fous du roi. En 1943, un mélodrame se déroulant dans un Casablanca contrôlé par le régime de Vichy bouleverse l'Amérique. Avec Casablanca, le réalisateur Michael Curtiz lance un appel à la résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le tenancier d'un nightclub de Casablanca revoit par hasard l'amour de sa vie. Tourné durant le conflit, un appel à la résistance contre l'occupant nazi. Le morceau As Time Goes By devient l'identité du logo du studio Warner. Modèle d'écriture scénaristique, une œuvre sur le souvenir magnifiquement incarnée par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Le cynique Rick essaie d'oublier un passé le rattrapant sans cesse. Ilsa, quant à elle, refuse l'amnésie. Tout en jeu d'ombre et en clair-obscur, la mise en scène de Michael Curtiz se révèle particulièrement soignée et élégante. Une histoire d'amour filmée comme un film noir. Et si le hasard n'était pas un hasard, derrière la romance, un éloge du sacrifice au nom de la liberté. Dans les années 50, l'industrie hollywoodienne souffre de la diffusion massive de la télévision. De plus en plus de superproductions spectaculaires incitent les spectateurs à se rendre en salle. La rivalité entre 2 actrices de théâtre devient le sujet central d'Ève. Gene Kelly propose l'un des ballets les plus longs de l'histoire de la comédie musicale dans Un Américain à Paris. Le monde du cirque trouve son classique avec Sous le plus grand chapiteau du monde. L'île d'Hawaï s'apprête à subir une attaque aérienne japonaise dans Tant qu'il y aura des hommes. Un ancien boxeur se confronte à un dilemme bouleversant sa vie dans Sur les quais. 2 célibataires mal dans leur peau vivent une véritable histoire d'amour dans Marty. Une adaptation de Jules Verne réunit un casting de luxe dans Le Tour du monde en 80 jours. Un officier anglais retenu prisonnier dans un camp japonais construit un édifice qu'il ne veut plus détruire dans le pont de la rivière Kwai. Le Paris de la Belle Époque chante dans Gigi. Une course de chars immortalise la lutte de 2 amis devenus ennemis dans Ben-Hur. En 1954, le comédien Marlon Brando remporte le premier Oscar de sa carrière. Avec Sur les quais, le réalisateur Elia Kazan témoigne de l'influence de la politique à l'intérieur de l'industrie cinématographique. Un ancien boxeur devenu docker assiste au meurtre d'un employé voulant dénoncer les méthodes illégales du syndicat. 2 choix s'offrent à Terry Malloy, se taire ou briser la loi du silence. Sur les quais se révèle une œuvre majeure à plus d'un titre. Le réalisateur Elia Kazan met en scène l'un de ses élèves de l'Actor Studio. L'icône Marlon Brando livre l'une des plus grandes performances d'acteur de l'histoire du cinéma. Dans la peau d'un homme effectuant un véritable chemin de croix, le comédien s'impose comme un modèle pour la génération de Robert De Niro, Al Pacino et Jack Nicholson.
Désespéré, colérique et marqué par la vie, Brando modernise définitivement la définition de l'interprète au cinéma. Ce réalisme, repoussant tout glamour hollywoodien, s'associe à un sujet profondément personnel. À travers le récit d'une délation, Elia Kazan dépeint sa propre expérience face à un comité sur les activités anti-américaines. Ancien membre du Parti communiste, il dénonce au début des années 50 certains de ses collègues de l'industrie cinématographique. Autrement dit, Sur les quais témoigne du retour sur le devant de la scène d'un cinéaste racontant le macartisme en vigueur au cours de la décennie. Dans les années 60, les productions du Royaume-Uni raflent la mise, ainsi que les films musicaux. Un petit employé d'une compagnie d'assurance s'attache à une femme suicidaire dans la comédie La Garçonnière. Deux gangs de rue s'affrontent à New York dans West Side Story. Un officier anglais participe à la lutte pour l'indépendance de l'Arabie dans Lawrence d'Arabie. La haute société britannique du XVIIIe siècle est mise en scène dans Tom Jones. Audrey Hepburn pousse la chansonnette dans My Fair Lady. Julie Andrews s'adonne elle aussi au chant dans La Mélodie du bonheur. Un biopic sur le juriste britannique Thomas More remporte 6 Oscars. Un policier afro-américain se heurte au racisme d'une partie des habitants d'une petite ville du Mississippi dans la chaleur de la nuit. Oliver Twist pousse lui aussi des vocalises dans le film anglais Oliver. Macadam Cowboy devient le premier film classé X à remporter la statuette suprême. En 1962, le tournage d'une grande fresque épique se déroule dans le décor d'Almeria en Espagne, ainsi qu'au Maroc, en Jordanie et en Syrie. Avec Lawrence d'Arabie, le réalisateur David Lean raconte l'intimité d'un homme plongé dans la grande histoire. Mobilisé au Moyen-Orient durant la Première Guerre mondiale, un jeune officier anglais prend position en faveur de la fondation d'un État arabe indépendant. Inspiré des écrits de Thomas Edward Lawrence, l'auteur des 7 piliers de la sagesse, le chef-d'œuvre du spécialiste de l'épopée David Lean, auteur du Pont de la rivière Kwai, de Dr Zhivago, de La fille de Ryan ou encore de La route des Indes. Une musique inoubliable de Maurice Jarre, un tournage difficile dans le désert, la révélation à l'écran de Omar Sharif et du charismatique Peter O'Toole. Sur la forme, Lawrence d'Arabie ressemble indéniablement à un film d'action. Pourtant, le vrai sujet porté par David Lean se révèle la tentative d'un homme de comprendre sa véritable identité. Une courte scène traduit le tourment intime du personnage principal. Figé au milieu du désert, Lawrence contemple au loin la silhouette d'un motard anglais lui demandant « Qui êtes-vous » Tout se passe comme si le Lawrence anglais s'adresse au Lawrence arabe, dans le but de dénouer le mystère enfoui au fond de son âme. En réalité, le film de David Lean interroge la quête de sens d'un homme seul tentant de connaître sa véritable nature au cœur d'un désert mental. Réel prophète ou individu se prenant pour Dieu? Dans les années 70, une nouvelle génération de cinéastes s'impose à Hollywood. Menée par le parrain Francis Ford Coppola, elle figure parmi le plus grand nombre de nominations de la décennie. Coppola remporte l'Oscar du meilleur scénario pour le biopic consacré au général Patton. Le réalisateur William Friedkin contribue à moderniser le film policier avec French Connection. Marlon Brando crée le légendaire personnage de Vito Corleone dans Le Parrain. Le duo Robert Redford-Paul Newman triche au poker dans L'Arnaque. Michael Corleone s'inscrit dans les pas de son père dans Le Parrain 2. Jack Nicholson se fait passer pour fou dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Sylvester Stallone devient une star internationale dans Rocky. Woody Allen obtient la reconnaissance de la profession avec Annie Hall. Robert De Niro joue à la roulette russe dans Voyage au bout de l'enfer. Ted Kramer élève seul son fils dans Kramer contre Kramer. En 1971, un polar nerveux met en scène un policier aux méthodes peu conventionnelles. Avec French Connection, le réalisateur William Friedkin dépeint les agissements d'un anti-héros typique de la décennie. Deux policiers des narcotiques, Popeye Doyle et Buddy Rousseau, remontent une filière française du trafic de drogue. Venu du documentaire, le réalisateur William Friedkin suit au plus près le quotidien de ces deux personnages. Une violence sèche et brutale sévit à l'écran. Descente dans les bars, mise sur écoute, interrogatoires musclés et filatures se succèdent à un rythme soutenu. Le cinéaste explore les phases d'observation, d'action et de réaction des agents des forces de l'ordre. D'impressionnantes scènes de course-poursuite à pied et en voiture, filmées caméra à l'épaule, reflètent une volonté de montrer la réalité des situations vécues en opération. Un polar urbain nerveux mettant en scène la figure d'un anti-héros magistralement interprété par Gene Hackman.
Le policier Popeye Doyle use d'un humour acerbe alternant avec une sourde colère. Son cynisme dénote une grande expérience des situations périlleuses. Pourtant, le vrai sujet de French Connection se trouve ailleurs. Derrière le professionnalisme de Popeye se dissimule la lente descente aux enfers d'un homme répétant ses erreurs du passé. Une spirale infernale d'un pessimisme caractéristique de l'Amérique du début des années 70. Dans les années 80, le biopic s'inscrit comme le genre le plus récompensé. Robert Redford réalise son premier long métrage, Des gens comme les autres. Les Jeux Olympiques de Paris 1924 sont reconstitués dans Les chariots de feu. Ben Kingsley incarne Gandhi dans le film de Richard Attenborough. Une relation mère-fille conflictuelle émeut l'Amérique dans Tendre Passion. Tom Hulce interprète le grand Mozart dans Amadeus. Meryl Streep s'éprend du chasseur Robert Redford dans Out of Africa. Oliver Stone s'inspire de sa propre expérience de soldat au Vietnam pour écrire et réaliser Platoon. Plus d'un demi-siècle de l'histoire de la Chine est raconté selon le point de vue de Puyi, le dernier empereur. Deux frères tissent une profonde relation dans Rain Man. Un chauffeur afro-américain sympathise avec une institutrice à la retraite dans Miss Daisy et son chauffeur. En 1984, le réalisateur Milos Forman introduit un esprit rebelle au cœur du biopic académique. Avec Amadeus, il s'empare de la vie de Mozart pour la filmer comme l'itinéraire d'une rockstar. En 1781, un célèbre compositeur de la cour de Vienne souffre de la concurrence d'un jeune prodige nommé Mozart. Rythmé par la musique du natif de Salzbourg, une œuvre adoptant une forme classique autour d'un homme présenté comme une rockstar rebelle. Mozart apparaît-elle une personnalité en décalage avec les codes de son temps, excessif, grossier, anticonformiste et provocateur, le portrait d'un authentique génie musical. Au sein de la cour, l'insolence assumée de Mozart déroute ses interlocuteurs. Aussi fulgurante que soit son ascension, sa chute n'en sera que plus brutale. Le génie comporte en lui une dimension autodestructrice. Amadeus narre la jalousie d'un honnête artiste Salieri envers celui qu'il considère comme l'élu de Dieu. Derrière la rivalité entre deux hommes se cache une discrète réflexion sur le rapport au divin. Pourquoi Dieu avait-il choisi cet enfant obscène pour instrument, s'interroge Salieri perplexe. Porté par une direction artistique exemplaire, une reconstitution fidèle et minutieuse du XVIIIe siècle autrichien. Dans les rôles titres, F. Murray Abraham et Tom Hulce se surpassent. L'hostilité entre les deux personnages, l'un italien et l'autre germanique, dissimule en réalité une admiration réciproque. Plus qu'une simple confrontation entre compositeurs, une vision commune de la grandeur de l'art. Dans les années 90, de grandes fresques historiques raflent la mise. Hollywood plébiscite des œuvres épiques. Kevin Costner réalise et interprète le lieutenant nordiste John Dunbar dans le western pacifiste Danse avec les loups. Le psychopathe Hannibal Lecter donne des frissons à la stagiaire du FBI Clarice Starling dans le thriller Le silence des agneaux. Clint Eastwood remporte le premier Oscar de sa carrière pour le western Impitoyable. Steven Spielberg raconte le parcours d'un industriel allemand aidant des juifs durant la Seconde Guerre mondiale dans La liste de Schindler. Tom Hanks traverse l'Amérique en courant dans Forrest Gump. Mel Gibson met en scène un biopic sur un patriote écossais de la fin du XIIIe siècle dans Braveheart. Les paysages désertiques du Sahara nourrissent la romance du patient anglais. James Cameron reconstitue le naufrage spectaculaire du Titanic. Le dramaturge William Shakespeare devient le personnage principal de Shakespeare in Love. Un père de famille fantasme sur l'ami de sa fille dans American Beauty. En 1992, Clint Eastwood rend hommage au western de sa première partie de carrière. Avec Impitoyable, il perpétue son image mythique d'anti-héros. Devenu veuf, un ancien voleur et tueur notoire traque les responsables ayant défiguré le visage d'une prostituée. Dans ce western crépusculaire, Clint Eastwood approfondit sa conception de l'homme. En mettant en scène un individu pensant avoir évolué, le cinéaste défend l'idée que la nature humaine ne change jamais véritablement. Le personnage de William Munny invoque sans cesse la bonté de sa femme et celle de Dieu pour se convaincre agir sur le droit chemin. Au fil de son périple, il replonge dans les vices de son passé. Riche en clair-obscur, la photographie de Jack Green laisse une partie du visage de son personnage principal dans la pénombre. Ainsi, l'anti-héros William Munny possède, comme tout homme, une part d'ombre et de lumière. Impitoyable s'avère le chant du cygne du western hollywoodien.
Analysant la construction du mythe américain, Clint Eastwood salue la mémoire de ses deux mentors, auxquels il dédie son œuvre, Don Siegel et Sergio Leone. Le film consacre la reconnaissance critique d'un réalisateur longtemps déconsidéré par une partie de la presse et de la profession. Dans les années 2000, des œuvres de genre très variées se voient récompensées. Le péplum trouve un nouveau souffle avec Gladiator de Ridley Scott. Un biopic sur un mathématicien de l'université de Princeton marque la présence pour la seconde année consécutive de Russell Crowe au casting d'un film primé. Le film musical Chicago retrace le parcours de deux meurtrières dans les années 20. Le troisième volet du Seigneur des Anneaux clôt avec maestria l'une des plus grandes sagas cinématographiques de la décennie. Un ancien entraîneur de boxe coach une jeune femme déterminée dans $1 Million Baby. Un film choral se déroule autour d'une collision entre deux voitures. Martin Scorsese remporte le premier Oscar de sa carrière pour le film de gangster Les Infiltrés. Javier Bardem tue ses interlocuteurs avec une bouteille de gaz dans No Country for Old Men. Un jeune Indien puise dans son passé pour triompher à Qui veut gagner des millions dans Slumdog Millionnaire. Catherine Bigelow devient la première femme à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur pour Des mineurs. En 2007, une adaptation de Cormac McCarthy permet aux frères Coen de mettre en scène Josh Brolin, poursuivi par Javier Bardem. Avec No Country for Old Men, les cinéastes dépeignent un pays devenu incompris par une partie de ses habitants. Découvrant par hasard une scène de crime, un homme s'empare d'un magot de $2 millions. Sa vie bascule lorsqu'un tueur solitaire se lance à ses trousses. Narré par un shérif proche de la retraite, un portrait de la disparition d'une Amérique au profit de l'émergence d'un nouveau monde incompris. Derrière le suspense entretenu par la chasse à l'homme, beaucoup d'éléments restent volontairement flous. L'absence d'explication nourrit la curiosité du public. Pour tenter de comprendre la nature des protagonistes, le spectateur doit s'attarder sur des détails a priori insignifiants. Incarné par un Javier Bardem terrifiant, le psychopathe Chigour ne semble avoir aucun passé clairement défini. Nous ignorons d'où il vient et quel est son but. Jouant sur les codes du western, la mise en scène observe froidement le comportement du chasseur envers sa proie. Sombre, cynique et appuyé par un humour noir corrosif, l'œuvre recèle une dimension éminemment abstraite. Tout au long de leur carrière, les frères Coen conçoivent des personnages surgissant d'un monde sous influence religieuse. No Country for Old Men ne déroge guère à la règle. Là réside peut-être sa capacité de fascination. Envisager un espoir en l'existence d'un au-delà. Dans les années 2010, les minorités ethniques et sexuelles s'affirment. Des productions étrangères obtiennent les suffrages des membres de l'Académie. Le roi d'Angleterre apprend à surmonter son bégaiement dans Le Discours d'un roi. Jean Dujardin incarne un acteur de cinéma muet dans le film français The Artist. Ben Affleck relate le sauvetage de 6 otages retenus à l'ambassade américaine de Téhéran en 1979 dans Argo. Un esclave afro-américain tente de retrouver sa liberté dans 12 Years a Slave. Un acteur à la gloire passée tente de relancer sa carrière au théâtre dans Birdman. Un scandale impliquant des prêtres pédophiles est révélé par le Boston Globe dans Spotlight. Un homosexuel afro-américain cherche à s'affirmer dans Moonlight. Une jeune femme hispanique, muette, s'éprend d'une créature amphibie dans la forme de l'eau. Un pianiste homosexuel afro-américain souffre de la ségrégation d'une partie de l'Amérique des années 60 dans Green Book. Le thriller sud-coréen Parasite dépeint une lutte des classes avec une ironie mordante. En 2010, le réalisateur anglais Tom Hooper remporte à moins de 30 ans l'Oscar du meilleur réalisateur. Avec Le Discours d'un roi, il développe la naissance d'une solide amitié au cœur du chaos mondial à venir. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le roi George VI doit prononcer le discours d'entrée en conflit de l'Angleterre contre l'Allemagne nazie. Pour surmonter son bégaiement, le rendant impuissant à s'exprimer, il demande à un docteur de soigner ses difficultés d'élocution. Académique sur la forme, Le Discours d'un roi narre la naissance d'une solide amitié unissant le duc d'York à son médecin australien. Porté par l'humour de Geoffrey Rush et la fragilité de Colin Firth, une œuvre dans laquelle l'espoir jaillit au cœur du chaos international. À travers le combat d'un homme souhaitant vaincre son incapacité à parler en public, le film se révèle la métaphore d'un pays se libérant de l'oppression de l'ennemi. Autrement dit, la victoire personnelle d'un homme est aussi celle de toute une nation. La petite histoire rejoint la grande.
appuyé par la discrète musique d'Alexandre Desplat, la subtile écriture scénaristique de David Sedler réussit à susciter l'empathie du spectateur pour son personnage principal. Nous souffrons avec lui, partageons ses doutes, nous réjouissons de ses succès et de sa prise de confiance. George VI émeut car il doit lutter pour se hisser à la hauteur de sa fonction. Avant d'incarner un titre de noblesse, il reste avant tout un homme. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la décennie 2020 poursuit son cours. Nous pouvons noter toutefois la présence plus importante de femmes réalisatrices au palmarès. Une sexagénaire traverse l'Ouest américain dans Nomadland de Chloé Zhao. Le remake de La Famille Bélier, réalisé par la jeune cinéaste Sian Heder, suit une lycéenne chantant dans une chorale. Une femme sino-américaine évolue dans des univers parallèles dans Everything Everywhere All at Once. Cillian Murphy incarne le père de la bombe atomique dans le biopic Oppenheimer. Une stripteaseuse de Brooklyn épouse le fils d'un oligarque russe dans Anora. En 2023, un film de Christopher Nolan rapporte près d'1 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Véritable événement, Oppenheimer évoque la complexité de la question atomique en pénétrant à l'intérieur de la pensée tourmentée de son personnage principal. Un biopic sur le père de la bombe atomique. Oppenheimer par Oppenheimer. Tel se veut le point de vue choisi par le réalisateur Christopher Nolan. La vie du grand scientifique, professeur de physique quantique, recèle de nombreuses dimensions purement cinématographiques. L'œuvre du cinéaste anglais affiche une ambition démesurée tout en s'inscrivant dans le registre de l'intime. Oppenheimer, contrairement aux précédents films de Christopher Nolan, comme Interstellar, Dunkerque ou Tenet, refuse les effets spectaculaires pour s'attarder sur la tension installée entre le personnage principal et ses interlocuteurs. Le montage imbrique les vies multiples de son protagoniste pour mieux en dévoiler les failles. Oppenheimer représente un véritable entremêlement de genres, biopic traditionnel, thriller psychologique, film d'horreur, film de procès inspiré de JFK d'Oliver Stone. Nolan alterne le noir et blanc et la couleur pour confronter le point de vue du physicien à celui de la réalité objective. La plus grande force du long métrage réside dans le caractère indéchiffrable de Robert Oppenheimer et ses contradictions aussi bien en paroles qu'en actes. À l'instar de Lawrence d'Arabie dans le film éponyme de David Lean, celui-ci s'interroge sur son identité et sa fascination pour la destruction. « Je suis devenu la mort. Le destructeur des mondes, affirme-t-il après la réussite de l'essai de la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité. Est-ce un dieu de la mythologie grecque, un Prométhée américain? Oppenheimer incarne celui qui a donné aux hommes le pouvoir de s'autodétruire. La bombe atomique contemporaine remplace ainsi le feu des temps anciens. Cillian Murphy interprète un génie las, renfermé et rongé par une culpabilité qui ne dit pas son nom. Le comédien s'empare de son personnage avec justesse et retenue. Plus qu'un grand esprit, il donne corps et humanise la complexité et les tourments du scientifique. Chaque être humain possède des contradictions et Oppenheimer ne déroge guère à la règle. Ce dernier se pense comme une entité divine, un Christ devant expier sur la croix la faute d'avoir inventé une machine de mort. Ce paradoxe d'un homme s'envisageant comme esprit mais rattrapé par sa propre condition de mortel donne au film une profondeur passionnante. Il nous rappelle que peut résider en chaque homme les germes de son propre anéantissement. Raconter l'histoire des Oscars, c'est raconter une histoire du cinéma américain. Au cours de chaque décennie écoulée, l'industrie hollywoodienne récompense des œuvres représentatives de chaque époque. Les années 40 célèbrent l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale avec Madame Minivet, Casablanca et les plus belles années de notre vie. Les années 70 abordent frontalement des sujets sensibles de société. Le divorce dans Kramer contre Kramer, les traumatismes des soldats dans Voyage au bout de l'enfer, ou encore le quotidien d'un hôpital psychiatrique dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. À partir de la décennie 2010, les femmes ainsi que les minorités ethniques et sexuelles connaissent un plébiscite auprès de l'Académie avec Moonlight, Green Book, 12 Years a Slave ou encore Everything Everywhere All at Once. Des réalisatrices s'imposent comme Catherine Bigelow, Chloé Zhao et Sian Heder. Des productions étrangères remportent l'Oscar du meilleur film. On pense à The Artist et Parasite. Le palmarès des Oscars s'internationalise progressivement. Il ne s'agit plus seulement d'honorer le cinéma américain, mais aussi celui du monde. Historiquement, un prix récompense le meilleur film en langue étrangère depuis 1948. Pourtant, nous observons une jonction s'opérant entre la catégorie internationale et celle nationale. Autrement dit, l'Académie s'inscrit dans une stratégie de mondialisation de l'événement.
Il ne s'agit plus de parler de l'Amérique, mais de la post-Amérique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.